Alors, petite piqûre de rappel avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans ces grandes lignes, la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, plus précisément une superposition de sociétés secrètes. C'est une secte qui ne défend absolument pas la vérité. C'est la contre-église, on va revenir en détail sur cette notion de contre-église. C'est la synagogue de Satan, selon l'expression dans l'Apocalypse selon saint Jean. C'est l'alliance entre le juif et Satan. C'est une association de kabbalistes, pour reprendre l'expression d'Étienne Couvert, puisqu'il se base principalement sur la Kabbale. Et c'est aussi le laboratoire de la société, car ce qui est préparé, ce qui est comploté même dans les loges, apparaît ensuite dans le monde profane. Alors aujourd'hui, on va voir la franc-maçonnerie sous trois angles différents. Le premier, c'est son pouvoir politique. Le second, sa relation avec la religion. Et enfin, sa religion, la religion des francs-maçons. Et on va apporter quelques pistes de réflexion et quelques solutions à ce système. Alors, comme je l'ai écrit dans mon dernier livre, qui est maintenant paru l'an dernier, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, depuis 1789, rien ne se fait de près ou de loin sans l'action directe de la franc-maçonnerie ou sans son consentement. Donc la franc-maçonnerie est liée de près ou de loin aux principaux événements de notre époque contemporaine. Donc, depuis sa création, l'action politique de la franc-maçonnerie est décisive. Donc on va la retrouver dans tous les temps forts de l'histoire de France depuis maintenant 3 siècles. Bien sûr 1789, qui est son œuvre majeure, un complot 100% maçonnique qui a été démontré bien avant moi par l'abbé Baruel, Monseigneur de Lassus. Bon, j'ai donné une conférence là-dessus, la franc-maçonnerie, donc complot 100% maçonnique. La République est une création maçonnique qui date officiellement de 1792. La Troisième République, qui fut très antichrétienne et très anticléricale avec la dictature du haut initié juif Léon Gambetta. L'école laïque, que l'on doit au franc-maçon Jules Ferry. Le déclenchement des 2 premières guerres mondiales, c'est l'archiduc François Ferdinand ainsi que l'allemand, ministre allemand Ernest von Rath ont été assassinés par 2 juifs francs-maçons. La déclaration Balfour en 1917, on retrouve 3 initiés du Mneibrit, Balfour, Milner et Rothschild. Le bombardement d'Hiroshima-Nagasaki, 2 villes de tendance catholique au Japon, c'est sur ordre de la secte maçonnique et satanique de la Skull and Bones. La Société des Nations, puis sa continuation avec l'ONU, ce sont 2 créations maçonniques. C'est des institutions donc mondialistes. On va retrouver la franc-maçonnerie, bien sûr, son action dans les lois, celle de la séparation entre l'Église et l'État de 1905. La loi qui a légalisé la contraception, là on est en 1967 avec le juif franc-maçon alsacien Lucien Neuwirth. En 1975, la loi qui légalise l'avortement par la juive franc-maçonne du Mneibrit Simone Weil. En 1990, la loi Fabius-Guessot, donc Fabius lui aussi du Mneibrit. Donc cette loi qui a été réclamée par le Mneibrit en 1987, il y a le document d'ailleurs qui est sur le site de la Contre-Révolution, et qui a donc abouti, qui a été promulgué en 1990 et qui est un moyen législatif clairement pour faire fermer la bouche aux dissidents. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire sur le système talmudo-maçonnique avec cette loi, sans être accusé de raciste, d'antisémite, d'extrémiste, etc. Plus près de nous, en 2013, le mariage des invertis par la franc-maçonne guyanaise Christiane Taubira, donc qui est vraiment ce mariage des invertis, une énième attaque contre la famille et contre le caractère sacré du mariage. Mais on va retrouver la franc-maçonnerie dans bien d'autres lois et mesures, et ce fut d'ailleurs l'objet d'une étude dans mon dernier livre. Donc cette action maçonnique s'inscrit sur plusieurs axes quand on prend un peu de hauteur et quand on élargit la perspective historique sur le plan spirituel et religieux. Elle vise à profaner la religion, à laïciser la société, à pervertir les mœurs afin d'aboutir à la dégénérescence totale des familles et de notre société. Et c'est d'ailleurs la France auquel on a droit aujourd'hui, cette France métissée, tant encensée d'ailleurs par Ségolène Royal, à l'esprit cosmopolite, à l'esprit anti-français, clairement, celui de la République d'ailleurs. Donc cette France black blanc beurre dégénérée qui est le produit du mondialisme et donc de notre système talmudo-maçonnique.
Contrairement à ce que les médias dominants affirment lorsqu'ils parlent de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire pas très souvent, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un simple club philosophique, elle n'est pas juste influente, elle n'est pas un simple réseau d'affaires. Selon ces mêmes médias dominants, lorsqu'ils en parlent, il y aurait un peu plus ou un peu moins de francs-maçons dans tel ou tel gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous parle très rarement de cela, dans le Figaro, l'Express ou le Nouvel Obs. Et là, on nous dit, dans tel gouvernement, ah, c'est le retour des francs-maçons, comme s'ils étaient partis. C'est-à-dire que le gouvernement de la République, sous la Troisième République, donc à la fin du 19e siècle, c'était déjà que des francs-maçons. Et, soi-disant, entre-temps, il n'y en aurait plus. Et puis, il serait de retour. Donc, il y en aurait un petit peu et auparavant, il n'y en avait pas, quoi. Bon, ce qui est totalement faux, puisque le pouvoir de la franc-maçonnerie est bien sûr total sous notre 5e République, d'où le terme de pieuvre maçonnique que j'emploie et qui était auparavant employé avant moi, bien sûr. Cette franc-maçonnerie est bien sûr un État dans l'État qui gouverne dans l'ombre. Comment a-t-elle pu avoir tout ce pouvoir politique? Et il y a un exemple qui illustre ce pouvoir qui est aujourd'hui total, c'est celui du personnage Goldstein, dont je parle à la page 50 de mon dernier livre et qui démontre tout à fait la méthode maçonnique pour s'accaparer absolument tous les pouvoirs. Depuis qu'elle est confortablement assise à la tête des nations, la franc-maçonnerie agit telle une véritable pieuvre dans les principaux pouvoirs qu'elle occupe. Dans la politique, les médias, la finance, la justice, l'armée, etc. C'est l'histoire de l'initié Goldstein, qui masque son appartenance maçonnique et investit tous les milieux. Sur un plateau télévisé, Goldstein sera à la fois l'intervenant de gauche avec Hollande, encore plus à gauche avec Mélenchon, celui de droite avec Sarkozy, celui du centre avec Bayrou, celui d'extrême droite avec Alliot ou Collard. Goldstein sera journaliste, éditorialiste, producteur, réalisateur, chroniqueur. Artiste engagé, il œuvrera dans l'humanitaire. Goldstein débattra avec Goldstein, faisant croire à une opposition qui ne sera qu'illusion. Goldstein défendra la cause sioniste, mais aussi anti-sioniste, l'homosexualisme ainsi que la manif pour tous, l'avortement comme le mouvement pro-vie. Goldstein défendra le communisme, le socialisme, le souverainisme, Dupont-Aignan-Chevènement. Goldstein sera royaliste et prétendument nationaliste. Il jouera même aux patriotes français. Goldstein se trouve à la tête de l'église romaine, dans le collège des cardinaux. Goldstein a même ses entrées dans la tradition catholique. Goldstein est aussi présent en islam, chez les frères musulmans. Il est évidemment haut placé dans la finance apatride. C'est lui qui tient la banque, les médias et l'opinion. Goldstein est absolument partout. Et c'est précisément ce qui fait la force de la secte maçonnique. Elle occupe l'espace et a su gangréner toutes les institutions, tous les pouvoirs. Elle est un passage obligé pour quiconque veut gravir l'échelle sociale. Par conséquent, les ambitieux y accourent et vendent leur âme pour un intérêt purement matériel. Le contrôle est total. Voilà donc, à travers l'exemple de Goldstein, on voit que la judéo-maçonnerie place ses pions dans tous les pouvoirs pour justement en avoir le contrôle. La franc-maçonnerie est maîtresse de la République et sa création depuis 1792. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, l'affiliation à une secte maçonnique, un club maçonnique ou un club paramaçonnique est obligatoire pour faire carrière. Donc, dans une moyenne, une grande ville, dans une communauté d'agglomération, il faut être franc-maçon. À l'échelle départementale, régionale, nationale surtout, il faut être affilié en gros à une secte. Alors bien sûr, si vous êtes le maire d'un tout petit village, là, pas forcément être franc-maçon. Mais pour avoir vraiment un rôle à jouer, au moins à l'échelle régionale, il faut être affilié à une secte. C'est certain. Au niveau des chiffres, en France, il y aurait environ 150 000 francs-maçons. Selon le blog L'Express en 2014, il y aurait en France exactement 174 898 francs-maçons. Bon, un chiffre vraiment à prendre avec des pincettes. L'obédience qui compte le plus d'adhérents, c'est le Grand Orient de France, qui aurait environ 50 000 adhérents. Mais le nombre n'est pas le plus important, car on peut être très nombreux et être très peu influent. Et c'était le cas autrefois sous la Troisième République de la communauté catholique. C'est-à-dire que la France était
très majoritairement catholique à cette époque-là, et pourtant, elle avait un gouvernement composé de francs-maçons. Et à l'inverse, on peut être très peu nombreux et être très influent, et c'est le cas aujourd'hui, en 2018, du lobby juif sioniste en France. C'est une poignée de personnes reliées à la banque, en gros, au cartel bancaire, qui vraiment font la pluie et le beau temps dans notre République française. Il y a une déclaration qui est incontournable au sujet donc, du pouvoir de la franc-maçonnerie en France, c'est celle d'Alain Bauer qui s'était permis de déclarer haut et fort il y a quelques années, je cite, « Dans notre système politique dit démocratique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. » Alors, c'est assez vrai, mais il y a quand même une exagération dans le nombre de décideurs, puisque ce ne sont évidemment pas les francs-maçons des bas grades, des 3 premiers grades de la maçonnerie bleue, apprentis, compagnons et maîtres, qui dirigent la France. Ce sont bien sûr des hauts initiés francs-maçons qui sont à la tête de la République française et qui ont un pouvoir de décision. Il y a les gouvernants de notre République, mais il y a aussi et surtout les marionnettistes des gouvernants. Et ce sont ceux-là, en particulier, qui nous intéressent. Et voyons ensemble quelques noms importants de cette oligarchie républicaine. À commencer par Alain Bauer, dont je parlais à l'instant, donc ce haut initié franc-maçon des hauts grades qui fut grand maître du Grand Orient de France, donc qui est certainement un franc-maçon supérieur au 33 degrés du rite écossais, Alain Bauer, donc lié au service de renseignement israélien, donc agent du Mossad, mentor de Nicolas Sarkozy lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur puis président de la République, mentor aussi de Manuel Valls, Alain Bauer, qui peut être considéré comme le ministre officieux de la politique intérieure en France, le ministre de l'Intérieur officieux de la République, c'est lui et depuis quelque temps déjà. Jacques Attali maintenant, haut initié lui aussi du Bnei qui désigne clairement les futurs présidents de la République, donc conseiller à l'Élysée depuis maintenant plusieurs décennies, Jacques Attali qui a choisi Nicolas Sarkozy, qui était aussi là déjà avec Chirac, qui a choisi également François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Il avait annoncé d'ailleurs son élection plusieurs années auparavant. Il était déjà là en 1981 aux côtés de François Mitterrand. Jacques Attali qui, donc, depuis au moins donc 37 ans, c'est-à-dire depuis 1981, est le président officieux de la République française. Voilà. Donc un pied dans la finance, un pied dans la politique et le principal promoteur du nouvel ordre mondial, c'est bien lui, avec donc pour capitale d'un monde unifié, donc Jérusalem. Voilà. Roger Gucki-Hermann maintenant, ex-président du CRIF pendant de longues années, aujourd'hui c'est Francis Khalifa, qui donne ouvertement des ordres au gouvernement de la République. Cela a été avoué, reconnu par Elisabeth Lévy, cette juive sioniste, donc c'est vraiment la même équipe là. Alors il y en a qui se font passer pour étant de gauche et les autres de droite, ils font semblant de se contrer les uns les autres, mais ils sont tous juifs francs-maçons, c'est exactement la même équipe. Voilà. Et derrière, c'est l'étoile à 6 branches, soit dit en passant. Donc Roger Gucki-Hermann a travaillé pour la banque Rothschild. Donc quand on commence à travailler pour la banque Rothschild, on ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Donc il est un émissaire de la maison Rothschild, tout comme Macron d'ailleurs, et il est selon moi l'incarnation du lobby juif en France. À l'instar aussi des Klarsfeld, père et fils, donc Serge et Arnaud, avocats tous les deux, au service de la religion de la Shoah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les dogmes sont jetés à la poubelle clairement dans notre République. La divinité de Jésus-Christ, vous pouvez vraiment vous asseoir dessus, bien sûr. Mais par contre, il y a un dogme qu'on ne doit absolument pas nier. On n'a absolument le droit de rien dire là-dessus, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'Holocauste. Donc voilà, il y a clairement une religion de la Shoah sous notre 5e République. Et donc, les Klarsfeld en sont les promoteurs, notamment donc Serge Klarsfeld, qui a fondé l'association Filles et Fils de déportés juifs en France. Son fils Arnaud fut conseiller sous Nicolas Sarkozy et l'un comme l'autre sont des militants très actifs du lobby juif sioniste. Et d'ailleurs, on peut s'en apercevoir lorsqu'il y a des manifestations à Paris, avec donc le CRIF, la LICRA, la LDJ, etc.,
vous retrouvez vraiment en tribune, au micro, Serge Klarsfeld. Et autour de lui, les Marek Alter, les Bernard-Henri Lévy, les Roger Kuckerman. Bernard-Henri Lévy, justement, alors si Alain Bauer est en quelque sorte le ministre officieux de l'Intérieur, de la politique intérieure française, la politique extérieure, c'est bien lui, c'est bien Bernard-Henri Lévy, donc en quelque sorte le ministre officieux des Affaires étrangères en France. On se rappelle quand il s'était substitué à Alain Juppé en matière de politique étrangère et donc toujours cette ingérence d'aller donner la leçon, d'aller tirer les oreilles aux prétendus dictateurs aux quatre coins du globe. Bon, vous avez toujours donc ce Bernard-Henri Lévy qui prend les décisions à la place des ministres. Ça, c'est quand même incroyable. C'est vraiment le Sayan chargé de la propagande médiatique en France. Donc Sayan, donc agent d'Israël, qui nous dit clairement comment on doit penser. Alors c'est pas compliqué. À chaque fois qu'il y a un chef d'État à destituer, qui est dans le collimateur de l'axe américain sioniste, des États-Unis d'Israël, vous avez donc Bernard-Henri Lévy qui arrive avec ses gros sabots dans les médias et qui vient diaboliser cette personne-là. Voilà. Alors on a connu la chanson, un coup c'était Saddam Hussein, après il y a eu Kadhafi, Ben Ali, donc Poutine, Bachar el-Assad plus récemment. À chaque fois, il arrive, il nous les diabolise et nous, bien sûr, on a intérêt de penser comme lui parce que sinon on est des fascistes, des extrémistes et des antisémites et c'est le retour des heures sombres de l'histoire. Voilà. Donc ce Bernard-Henri Lévy, c'est pas lui qui est invité dans les médias, c'est lui qui dit aux journalistes qui doit pouvoir s'exprimer. Donc c'est lui en quelque sorte qui fait la pluie et le beau temps dans les médias dominants, à l'instar d'ailleurs d'un Alain Jakubowicz, c'est un peu la même équipe. Donc président de la LICRA, Jakubowicz, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, donc surtout contre l'antisémitisme, soit dit en passant, qui décerne le droit à la liberté d'expression et qui joue clairement le rôle de flic de la pensée. C'est-à-dire que la LICRA, souvent de concert avec SOS Racisme, qui justement a été créé par Bernard-Henri Lévy et Julien Drey, donc c'est encore la même équipe, eh bien vous retrouvez ces lobbies qui portent plainte contre tous ceux qui rompent avec le politiquement correct, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à l'hégémonie de l'Israël sioniste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont automatiquement attaqués en justice afin d'être ruinés, donc financièrement et socialement, et ils sont bien sûr taxés d'antisémites, d'extrémistes, de fascistes. Patrick Drahi maintenant, un nom important, donc ce franco-israélien qui réside en Suisse mais qui est né au Maroc, qui est un magnat des médias assez incontournable aujourd'hui au XXIe siècle, qui détient le groupe Altis, qui comprend notamment BFM, donc BFM TV, RMC, SFR Sport. Il a aussi Numéricable, Virgin Mobile, la chaîne israélo-sioniste I24 News, l'Express, le Libération avec les Rothschild, donc il est lié à la maison Rothschild, tout comme Emmanuel Macron, qui lui doit d'ailleurs en grande partie son élection. Emmanuel Macron doit en grande partie son élection à BFM TV, c'est-à-dire à Patrick Drahi, qui est vraiment une personne assez incontournable aujourd'hui. Et on en vient à parler d'une marionnette, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est quand même une grosse marionnette qui est liée de près avec l'oligarchie mondialiste. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Macron, qui selon le franc-maçon italien Magaldi serait un franc-maçon de haut grade qui appartiendrait à la loge de la Fraternité Verte, ce qui serait guère étonnant. Donc banquier chez Rothschild, qui a été coopté par Jacques Attali, qui avait donc annoncé son élection plusieurs années auparavant. Alors coopté non pas par hasard, bien sûr, comme ça, dans la rue, à un feu, t'as l'air sympa, toi, allez, tu ferais bien l'affaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, coopté par Jacques Attali et par le biais des loges maçonniques. Emmanuel Macron, donc agent du cartel bancaire Rothschild, à l'instar des Kuckerman, Attali, Bernard-Henri Lévy, dont j'ai parlé précédemment. Donc tous ces gens et agents sont de la synagogue de Satan. Très souvent de la judéo-maçonnerie du Bnei Brit, d'ailleurs, le plus souvent. Alors, et les personnes qui sont sous leurs ordres le sont aussi des francs-maçons, que ce soit Grand Orient de France, la Grande Loge Nationale, la GLNF, la Grande Loge de France. Donc, je rappelle que le Parti Socialiste est une succursale du Grand Orient de France
et que La République En Marche est un parti socialiste bis, hein, avec un peu plus de black blanc beurre, quoi, hein, ça fait un petit peu plus la France d'aujourd'hui du XXIe siècle. Hein. Et donc tout ça, c'est le Grand Orient qui, je le rappelle, a autorité sur les autres francs-maçonneries du rite écossais, hein, régulières. Alors que le Mnaïbrit est une judéo-maçonnerie élitiste, vraiment des hauts grades maçonniques, c'est-à-dire qu'il faut être obligatoirement juif pour appartenir donc à cette secte. Toutes ces loges et ces oligarques forment le vrai pouvoir occulte de la République qui est elle-même soumise au Grand Israël. Et donc, la judo-maçonnerie est au sommet de la franc-maçonnerie, comme je l'ai signalé d'ailleurs dans mon dernier livre, où j'ai notamment écrit « Au-dessus de la loge, il y a la synagogue. L'une est au service de l'autre. Les francs-maçons forment l'armée invisible du projet politique judéo-sioniste. Concrètement, la franc-maçonnerie est l'instrument de domination du judaïsme international et par conséquent, la relation entre la franc-maçonnerie et le judaïsme est très étroite. Donc, quant à la synagogue, elle œuvre elle, en coulisses pour le Grand Israël, conformément à son messianisme, et vous remarquerez que cet Israël sioniste, les francs-maçons de tous bords l'approuvent. Ils l'approuvent tous, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, d'extrême droite. On l'a vu récemment avec Gilbert Collard, hein, qui a déclaré sa flamme à Israël. On l'a vu aussi avec Robert Ménard, hein, qui sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme aussi a pris position pour Israël. Tous approuvent cet Israël sioniste et tous accourent chaque année au dîner du CRIF, quel que soit le parti politique, hein, ce dîner du CRIF qui est le symbole annuel de cette allégeance à Israël et qui est un passage obligé pour nos politiciens. Quiconque veut monter en grade ou simplement exister sur la scène politique doit obligatoirement se soumettre à la judo-maçonnerie et à la synagogue. Et je vais aller plus loin. Quiconque veut grimper dans l'échelle républicaine doit pactiser avec le prince de ce monde, avec Satan. Car l'initiation maçonnique est le pendant satanique du baptême catholique. Je rappelle que l'initiation maçonnique est un pacte avec Satan, selon le spécialiste de la question, Charles Nicoulot. C'est une réalité. Et donc c'est un passage obligé pour faire carrière. Et donc nous, qui suivons l'actualité, qui regardons les médias, sur Internet ou ceux qui ont la télévision, nous devons toujours nous méfier de ces personnalités politiques qui sont mises en avant, donc personnalités politiques, médiatiques, intellectuelles ou autres, qui sont mises en avant dans les médias dominants. Car elles sont obligatoirement triées par l'oligarchie républicaine, donc judéo-maçonnique. En l'occurrence, des gens comme Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc, elles sont généralement de la synagogue de Satan et elles sont là pour prendre part à un certain projet, bien sûr. Et certainement pas dans l'intérêt de la France. Alors voyons, à présent, la franc-maçonnerie et la religion pour en venir à sa religion. À commencer par la franc-maçonnerie et le protestantisme. Pourquoi? Parce que les deux fondateurs officiels de la franc-maçonnerie sont deux protestants. Donc James Anderson, des fameuses constitutions d'Anderson de 1723, et Jean-Théophile Desaguliers, qui était protestant mais aussi affilié à l'ordre de la Rose-Croix. Sur le plan philosophique, la libre pensée maçonnique découle du libre examen protestant et les deux sont en opposition au dogme catholique et même à la vérité révélée. Par le subjectivisme, on en vient à s'opposer aux évangiles. Or, je rappelle que le premier opposant à la vérité, qui est aussi le père du mensonge, c'est Satan. C'est une des vocations premières de la franc-maçonnerie, c'est de détourner de la vérité, de détourner de la religion par la gnose. Et donc de faire le jeu de Satan. Et même d'avoir le culte de Lucifer. On a vu qu'il y a une filiation évidente entre les deux ères, réforme et révolution. Notamment la liberté de conscience qui est prônée par les protestants comme par le Grand Orient de France. Le soutien aussi de la judo-maçonnerie, de la banque, à des nations protestantes. Bon. Ceci dit, il peut y avoir des protestants qui effectuent
un très bon travail sur le mouvement révolutionnaire mondial ou sur la franc-maçonnerie, un travail d'information aussi. Autrefois, les anglo-saxons comme William Guicard ou John Robison ont effectué ce travail. Ok. Mais doctrinalement, historiquement, c'est incontestable, les deux ont été utilisés par la synagogue contre l'Église catholique et le christianisme. La franc-maçonnerie et le judaïsme maintenant, et plusieurs choses importantes à retenir. Déjà, la franc-maçonnerie est une création juive pour attaquer et détruire l'Église, comme l'a très bien démontré et affirmé Monseigneur Léon Meurin dans son très bon livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan ». Ça, c'est dans le camp de l'Église, mais aussi dans le camp de la contre-Église, dans le camp ennemi. Vous avez un rabbin, un banquier. C'est quand même assez significatif. Donc déjà, le rabbin Isaac Wise, mais aussi le banquier Oppenheim, qui ont tous deux affirmé que la franc-maçonnerie est une institution juive de A à Z. Pour Monseigneur Henri de Lassus, les francs-maçons sont fils de la synagogue. Elle les a engendrés pour servir au dessein conçu par elle au lendemain de la résurrection du divin Sauveur. Les francs-maçons ont au-dessus d'eux les juifs, des juifs francs-maçons. Et eux-mêmes, ils sont des juifs de synthèse. La franc-maçonnerie a énormément emprunté à la Kabbale, dans les rituels, dans l'initiation, dans la symbolique. Je rappelle la légende d'Hiram, le Gadlu, le culte du Gadlu, le culte de Lucifer, qui est le grand architecte de l'univers, à la fois dans la Kabbale, mais aussi en franc-maçonnerie. Les frères trois points, etc. Beaucoup d'emprunts à la Kabbale. Les hauts grades maçonniques, on l'a vu, sont occupés par les juifs qui ont le contrôle de cette secte, d'où le terme de judéo-maçonnerie qui a été autrefois employé par Monseigneur Ernest Join, à juste titre d'ailleurs, un terme très approprié que j'ai repris moi aussi d'ailleurs dans mon dernier livre. Le but des sociétés secrètes correspond comme par hasard aux aspirations juives et sionistes, à leur messianisme. La franc-maçonnerie sert clairement les intérêts du judaïsme politique et de l'Israël sioniste qui vise la domination sur les autres nations de cette nation dispersée à travers le monde, une nation de peuple qui se dit élu en tant que race et nation, donc une nation dispersée à travers le monde. La franc-maçonnerie et l'islam, maintenant, c'est un sujet intéressant qui mériterait même une conférence à part entière, car nous trouvons aujourd'hui des francs-maçons, notamment dans la loge Averroès, qui est une filière de la Grande Loge de France, qui est basée dans le nord de la France à Roubaix, mais nous trouvons surtout des francs-maçons chez les frères musulmans, dont l'UOIF et la Vitrine, qui sont étrangement mis en avant, ces frères musulmans, dans les médias dominants, à travers la figure de Tariq Ramadan. Les frères musulmans ont été fondés en 1928 par le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna. Ils ont eu des financements très douteux, des États-Unis, du Luxembourg. Ils sont en quelque sorte le pendant de l'Opus Dei, cette secte maçonnique dans l'Église romaine, à forte tendance judaïque d'ailleurs, qui a été fondée en 1926 pour s'opposer au nationalisme espagnol de Franco. Et la symétrie est assez frappante puisque les frères musulmans, eux, ont été fondés en 1928 et ils se sont opposés au nationalisme de l'Égyptien Nasser. Ils ont même été chassés d'Égypte par ce même Nasser puisqu'ils ont été reçus par le juif sioniste président américain Dwight Eisenhower. Et où ont-ils migré, famille Ramadan en l'occurrence, en Suisse, d'où la nationalité d'ailleurs de Tariq Ramadan. Donc, le but de cette infiltration maçonnique en islam, c'est de combattre la radicalisation. Ceci dit, les frères musulmans, qui prennent part à ce Vatican II de l'islam, sont quand même pour l'application de la charia. Mais le but de l'infiltration maçonnique, c'est quand même d'aboutir à un islam sous contrôle républicain, un islam des Lumières, un islam dans l'esprit du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à une corruption des imams en France, afin d'aboutir à ce Vatican II de l'islam. C'est-à-dire que quand vous voyez des imams comme ça mis en avant dans les médias, méfiez-vous énormément. Généralement, il s'agit de francs-maçons. Voilà. Nous, Français,
de confession catholique, ou tout du moins, puisqu'il n'y a plus beaucoup de catholiques pratiquants, de culture chrétienne, allez, voilà, au sein de l'Europe. Pour nous, la franc-maçonnerie, c'est évident, elle se sert de l'immigration massive et des musulmans afin de déchristianiser l'Europe, et donc obligatoirement, c'est numérique, c'est démographique, de l'islamiser. Et cela nous renvoie à cette déclaration face caméra du rabbin David Touitou, qui disait il y a quelque temps que l'islam est le balai d'Israël. Mais nous ne voulons ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni la domination de la judo-maçonnerie sur les institutions en France, dans cette république qui est l'anti-France, et ni l'islamisation de la France à sa base. Ni l'un ni l'autre. La franc-maçonnerie et le christianisme maintenant, et la notion de contre-église, ou église de Satan. Car de même que Dieu a son église, Satan a lui aussi son église. Et cette notion de contre-église a été parfaitement avouée par le franc-maçon du Grand Orient Limousin en 1902 dans la revue maçonnique L'Acacia, où il a déclaré « La franc-maçonnerie, c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. » Cette contre-église a été créée pour contrer l'église, comme son nom l'indique, pour s'y opposer afin de la détruire, et notamment la détruire de l'intérieur. D'où l'infiltration de francs-maçons et de maranes, qui est vraiment un élément clé dans cette subversion dans l'église romaine, et d'où donc cette condamnation de la franc-maçonnerie assez tôt par le pape Clément XII en 1738. Cette notion de contre-église est absolument fondamentale aujourd'hui dans la relation de cette secte avec la religion. À l'œuvre en 1789, sous la Troisième République, en 1905, dans les principaux temps forts et antichrétiens de l'histoire de France, nous avons la franc-maçonnerie. Idem en 1975 avec la loi Veil qui a légalisé l'avortement, qui est vraiment le génocide de ces dernières décennies, d'État moderne qui s'oppose à la vie et qui est très anti-catholique. Idem pour l'idéologie de mort, l'euthanasie, qui est promue dans les grands médias, et notamment par Jacques Attali, on trouve les mêmes. Et cette idéologie de mort, avortement, euthanasie, tout ça est bien sûr banalisé, elle plane au-dessus de la République, hélas. La franc-maçonnerie a avoué qu'elle est une contre-église anticléricale, mais elle a aussi nié, car les francs-maçons ont souvent l'habitude de dire une chose, mais aussi le contraire. Ils ont l'habitude de dire une chose, mais finalement d'appliquer le contraire. Et nous avons quand même des francs-maçons qui, en leur temps, ont reconnu cet anticléricalisme. Et notamment, sous la Troisième République, le frère Viviani. Nous sommes attachés à une œuvre d'anticléricalisme, à une œuvre d'irreligion. Nous avons arraché la conscience humaine à la croyance. Lorsqu'un misérable fatigué du poids du joug ployait les genoux, nous l'avons relevé. Nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel les lumières qu'on ne rallumera plus. Un autre franc-maçon, à peu près à la même période, Ferdinand Buisson, avait déclaré en 1903 à la Chambre des députés, de manière un petit peu plus subtile, « Nous n'entendons nullement faire la guerre à l'idée religieuse, encore moins supprimer la liberté religieuse. Ce que nous voulons combattre, et tel est le sens de notre vote, ce n'est pas l'idée religieuse, c'est l'idée ecclésiastique, l'organisation cléricale ou plutôt la tyrannie cléricale. C'est surtout l'établissement au service de la contre-révolution de tout un système de contre-éducation qui, sous prétexte de religion, perpétue les superstitions, les préjugés et les fanatismes. Je veux parler d'un ensemble de procédés qui constituent une véritable entreprise d'abêtissement. » Alors, mine de rien, à travers cette déclaration, Buisson nous donne quand même quelques pistes en matière de solutions. Il nous parle de contre-révolution, c'est important de faire un militantisme contre-révolutionnaire, de contre-éducation, et en effet, si on veut une France catholique plus tard, il faudra une éducation catholique de nos enfants. Le jargon maçonnique, on le retrouve là, il est typique, donc superstition, fanatisme, pour parler de la religion, qui selon lui est synonyme d'abêtissement, donc d'abrutissement, ce qui est faux, bien sûr. Voilà. Cet antichristianisme, nous avons un autre personnage, encore plus célèbre d'ailleurs, qui l'a clairement affirmé,
Je veux bien sûr parler de Voltaire qui appartenait à la loge des 9 sœurs et qui donc en son temps au XVIIIe siècle avait déclaré « La religion chrétienne est une religion infâme, une hydre abominable, un monstre qu'il faut que 100 mains invisibles percent. Il faut que les philosophes courent les rues pour la détruire, comme les missionnaires courent la terre et les mers pour la propager. Écrasons, écrasez l'infâme », c'est resté célèbre ça. Les chrétiens de toutes les professions sont des êtres très nuisibles, des fanatiques, des fripons, des dupes, des imposteurs qui ont menti avec leurs évangiles, des ennemis du genre humain. La religion chrétienne est évidemment mauvaise. La religion chrétienne est une secte que tout homme de bien doit avoir en horreur. Elle ne peut être approuvée que par ceux à qui elle donne du pouvoir et des richesses. Ça se passe de commentaires. Ceci dit, on peut quand même considérer que tout ce qu'il dit à propos de la religion catholique pourrait très bien s'appliquer à la franc-maçonnerie. Dans le camp de l'Église maintenant, parce que là ce sont donc les accusateurs du christianisme qui ont parlé, mais nous avons quand même Monseigneur Ernest Join à qui j'ai dédié mon dernier livre, ainsi qu'à Monseigneur de Lassus, qui a très bien écrit il y a maintenant un siècle. L'anticléricalisme est le nœud central de l'action judo-maçonnique. Il aboutit infailliblement à la persécution de l'Église catholique et de son clergé. Né de l'humanisme, développé par la Réforme, codifié par le philosophisme, colporté par la maçonnerie, l'anticléricalisme se retrouve constamment et partout dans l'histoire religieuse et politique depuis près de 5 siècles. Il est toujours la raison d'être de la judéo-maçonnerie. Et ce même Monseigneur Join dresse l'historique de cet anticléricalisme, c'est assez intéressant, c'est à la page d'après. L'anticléricalisme français date de loin, il se fit jour dans les guerres de religion. Il prit place en France avec Voltaire. Il devint violent à la Grande Révolution, de bon ton sous le Premier Empire, rampant sous la Restauration, raisonneur sous Louis-Philippe, révolutionnaire sous le Second Empire, encore sanglant sous la Commune, légal sous la Troisième République, où il va vraiment atteindre son apogée. Et donc cet anticléricalisme, on remarque qu'il date de Luther. Selon Monseigneur Join, vraiment le père de cet anticléricalisme au XVIIIe siècle, c'est Voltaire. Puis auparavant, bien sûr, les pères de la Réforme protestante. La franc-maçonnerie se calque sur l'Église catholique et la religion. On l'a vu avec donc l'initiation qui est le pendant du baptême. Ils ont aussi leur dodécalogue à la place du décalogue. Ils sont dans la parodie de la mort du Christ, ce qui est parfaitement blasphématoire, je suis désolé, dans l'initiation au 18e grade de Rose-Croix, à ne pas confondre avec l'ordre, la fraternité de la Rose-Croix. Ils sont dans les faux principes, liberté, égalité, fraternité. Clairement, c'est une contrefaçon du christianisme qui vise le détournement de la religion par la gnose, on l'a vu. Donc, la franc-maçonnerie a toujours été dans cet anticléricalisme et dans l'antipapauté. Ok, mais plus tellement comme par hasard depuis quelques décennies, et en l'occurrence depuis le dernier concile Vatican II, où là, nous trouvons bizarrement le Grand Orient du Mexique qui a rendu hommage à Angelo Roncalli, Jean 23. Nous avons Jean-Paul II, donc à Roche-Wojtyla, je rappelle, marane franquiste quand même, qui a été reçu chaleureusement par la judo-maçonnerie du Mnaïbrit, et dont la secte satanique et maçonnique de la Skull and Bones a rendu hommage à sa mort. C'est quand même assez incroyable. Plus récemment, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu, tenez-vous bien, homme de l'année en 2013 par le Times Magazine. Times Magazine détenu par les Astor et le Rothschild. Donc c'est vraiment la judo-maçonnerie cosmopolite, là, c'est la maison Rothschild, qui va élire donc homme de l'année l'Argentin Bergoglio. Voilà, simple constat, la franc-maçonnerie toujours dans l'anticléricalisme et l'antipapauté, mais bizarrement plus dans l'antipapauté depuis les années 60, voilà, depuis Jean 23. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, écrivait autrefois le journal La Bataille, mais ce complot anticlérical a été aussi reconnu par un journal tout aussi méconnu aujourd'hui, qui est La Libre Parole, qui était autrefois dirigé par Édouard Drummond, et qui, en mai 1899, avait écrit
Depuis l'affaire de Lille, jamais le parquet n'avait été saisi d'autant de plaintes identiques contre des prêtres. Jusqu'à ce jour, aucune n'a été reconnue bien fondée et il y a quelque temps, l'affaire de Trouville venait nous montrer de quelles infâmes machinations prêtres et religieux pouvaient être victimes. De toute évidence, nous sommes en présence d'un complot contre la soutane ourdi dans les arrière-loges. » Fin de citation. Dans un document très important du Bnai Brit, diffusé en 1936 par la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Join, on lisait ceci. « Rappelons-nous toujours que l'avènement du futur roi des Juifs dépend de la chute du pape de Rome et de celle des autres monarques gentils régnant sur la terre. Par conséquent, le futur Messie qu'attendent les Juifs ne peut arriver, selon eux, qu'après la destruction de la papauté à Rome et des monarchies chrétiennes. D'où donc ce complot judo-maçonnique contre le trône et l'autel, qui est une réalité, qui est avérée. Les faits sont les faits, ils sont irréfutables. Ce complot fut fomenté, affirmé par le Bnai Brit, fomenté par les arrière-loges, que ce soit le Bnai Brit, le Grand Orient. Il a été, au XIXe siècle, donc programmé dans les arrière-loges de la haute vente, où les hauts initiés juifs francs-maçons correspondaient entre eux. Il y avait notamment des Rothschild, Nathan Rothschild, Piccolo Tigre, et ils souhaitaient un pape selon leurs besoins. C'est ce qui est écrit donc dans ces documents. Un pape issu des loges maçonniques, c'est-à-dire un antipape au service du mondialisme onusien. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec Bergoglio, affilié au Rotary, qui est ce VRP du Nouvel Ordre Mondial, cet agent de l'ONU qui exécute à la lettre les ordres du banquier George Soros, cet agent du cartel bancaire. Donc toujours plus d'immigration sur le sol européen. On est dans la fausse charité, non pas catholique la charité, mais maçonnique. On prend part à cette politique immigrationniste sur le sol européen. Et c'est d'ailleurs certainement pas avec un usurpateur et un imposteur pareil que l'Église romaine se relèvera, que la chrétienté se redressera. C'est certain. Alors parmi les œuvres de la franc-maçonnerie, il y a une qui est fondamentale, outre 1789, c'est la loi de séparation entre l'Église et l'État de 1905, et qui est donc l'officialisation de la laïcité. Donc cette laïcité est la religion officieuse des francs-maçons, c'est la religion d'État qui met d'accord absolument tout le monde. Aucun de nos politiciens ne remet en cause cette laïcité. Pas même Marion Maréchal qui, devant Natacha Polony, a cautionné cette laïcité. Elle a fait marche arrière, elle a trahi un principe évident. C'est évident que ce que Dieu a uni, l'humain ne doit pas le séparer. Et surtout pour nous, France fille de l'Église, il n'y a certainement pas à séparer l'État de l'Église. Mais ce qu'il faudrait séparer, c'est l'État de la contre-Église. Donc l'État de la franc-maçonnerie et même l'État du CRIF. C'est ça qu'il faudrait. Nous avons l'ancien ministre de l'Éducation nationale du Parti socialiste, Vincent Peillon, qui a avoué dans un entretien vidéo en 2012 que la laïcité est la religion des francs-maçons. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube qui s'intitule Vincent Peillon, : La laïcité est une religion, où très tranquillement, Vincent Peillon fait cet aveu. Dans le Second Empire, ça germe dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Il s'est constitué une alliance religieuse universelle dans laquelle on retrouvait à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque tous les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc. Portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Et donc ceux qui vont construire en grande partie l'école de la République y jouer un rôle déterminant, c'est le cas de Ferdinand Buisson, mentor de Vincent Peillon. Ce sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, et c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Et auparavant, en 2010, dans son livre « Une religion pour la République »,
le même Vincent Peillon a écrit « La laïcité française, son ancrage premier dans l'école est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. » Vincent Peillon reconnaît que la laïcité est la religion de la République et des francs-maçons et qu'elle provient directement de 1789. Et d'ailleurs, le père de cette laïcité n'est autre que le philosophe juif Moïse Mendelssohn, qui était très proche d'Adam Weishaupt, mais aussi d'Amschel Meyer-Rothschild. Et c'est très probablement Amschel Meyer-Rothschild qui a financé la secte des Illuminés de Bavière, dirigée par Adam Weishaupt. Donc c'est toute cette même équipe, et donc surtout donc là c'est Moïse Mendelssohn à l'origine de la laïcité, et toute cette équipe-là qui est à l'origine de la destruction de la France, hein, tout simplement au XVIIIe siècle. Laïciser la société vise à la déchristianiser, c'est évident. Et c'est le cheval de bataille de la République, surtout de la Troisième République et de son gouvernement franc-maçon, mais encore aujourd'hui, sous la Cinquième République. En termes de solutions, car il ne suffit pas de dénoncer sous différents angles, il faut aussi proposer des pistes de réflexion et notamment des solutions. Déjà, prendre des mesures radicales en termes de solutions. Dès aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est bien sûr inverser le flux migratoire, rétablir les frontières, supprimer la dette souveraine qui est parfaitement illégitime, supprimer toutes les lois qui n'ont pas lieu d'être, toutes ces lois Fabius-Guessot, loi Taubira, l'avortement, bien sûr, il faut revenir sur tout ça. Et aussi, bien sûr, si on veut rétablir le règne du Christ roi, le catholicisme, religion d'État. Donc ce qu'il faudrait, c'est une autre religion d'État, d'autres principes, d'autres valeurs, non pas les valeurs républicaines, mais les valeurs chrétiennes. Je rappelle que l'antithèse de la laïcité, c'est le catholicisme comme religion d'État. L'antithèse du projet mondialiste, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui tient en une phrase, qui était autrefois la devise du cardinal Pie et de Saint Pie X, « Omnia instaurare in Christo », donc tout restauré dans le Christ. Et je rappelle aussi que l'antithèse de la République, donc comme en tant que régime politique, c'est une monarchie de droit divin, avec un roi très chrétien. Donc ça, c'est dans l'absolu. Mais aussi un chef d'État chrétien qui en termine avec la République. Et à ce titre, saluons l'initiative, la tentative de restauration chrétienne du maréchal Pétain avec le régime de Vichy, qui partait vraiment d'une bonne intention avec donc travail, ces principes-là, travail, famille, patrie, qui a malheureusement échoué, qui a été trop bref. Nous avons des exemples de chefs d'État qui ont appliqué ce règne social de Jésus-Christ. Et pour nous, la référence des chefs d'État et des rois très chrétiens, c'est bien sûr Louis IX, Saint Louis, qui avait toutes les qualités requises pour être un chef d'État. C'est-à-dire qu'il était à la fois saint et combattant. C'était à la fois un très bon chrétien et à la fois un chevalier. Il était juste et autoritaire, il était proche de son peuple, il ne se mettait pas en avant, il était dévoué à son peuple, il était proche des pauvres, il était proche des lépreux. C'était aussi un bâtisseur de cathédrales, il avait vraiment toutes les qualités pour être un roi très chrétien et un vrai lieutenant du Christ. Mais tout de même, Saint Louis, c'est le XIIIe siècle et c'est loin maintenant. Et à cette époque, la France n'était pas la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la France du XIIIe siècle était une France qui était très majoritairement catholique, contrairement à aujourd'hui. Et nous avons d'autres exemples donc de chefs d'État qui, durant une certaine période, ont appliqué ce règne social de Jésus-Christ, notamment à l'étranger avec le Portugais António de Oliveira Salazar, qui, durant plusieurs décennies, a redressé économiquement et spirituellement même la nation portugaise. Nous avons encore avant lui, en Équateur, Gabriel García Moreno, qui était lui un chef d'État très catholique, qui a été malheureusement assassiné en sortant d'une messe
par un franc-maçon. Donc, la solution passe par l'exemple de ces rois ou de ces chefs d'État et elle passe par le rétablissement de l'ordre naturel qui nous renvoie directement à la devise de saint Thomas d'Aquin, Dieu, famille, patrie, dans l'ordre. Dieu d'abord, Dieu premier servi, car avant d'avoir des droits, nous avons tous des droits bien évidemment, des droits humains, nous devons surtout avoir des devoirs envers Dieu et bien évidemment l'obéissance au décalogue. Et c'est ce qu'il faudrait même, donc cette loi du décalogue et cette morale des évangiles, il la faudrait à l'échelle de la société, hein, c'est-à-dire dans la loi, dans le droit, dans l'éducation, dans l'enseignement, il doit y avoir cet esprit de l'évangile. La famille maintenant, parce qu'on fait d'abord l'exemple de ses proches, hein, je suis désolé, donc de sa propre famille. Et ce qu'il faudrait, c'est favoriser cette construction familiale, mettre en place une politique de travail dans l'intérêt de ces familles, puisque je rappelle que la société, c'est une addition de familles. Hein. Il faudrait aussi en revenir au caractère sacré du mariage et non à ce mariage civil qui est une mesure maçonnique hein, qui a été inaugurée par Jean-Jacques Rousseau hein, et qui est malheureusement aujourd'hui obligatoire, ce mariage civil. Et c'est le mariage religieux qui est lui facultatif. Donc Dieu, famille et enfin patrie bien sûr, hein, faire dans l'intérêt national, industrialiser le pays afin de donner de l'emploi au peuple français, comme d'ailleurs Hitler a donné de l'emploi au peuple allemand, hein, je suis désolé, c'est un très bon exemple sur ce point-là, hein, donc industrialiser le pays, donner du travail au peuple français, éviter aussi en matière de politique étrangère les conflits et les guerres où la France a tout à perdre et absolument rien à gagner, hein, donc là suivre l'exemple par exemple d'un Salazar qui a évité la Seconde Guerre mondiale au Portugal, hein, voilà, qui a préservé la nation portugaise d'un carnage humain. Donc bien sûr, éviter d'aller prendre part à des conflits aux quatre coins du monde pour une nation étrangère, hein, vous savez très bien laquelle. Donc voilà, Dieu, famille, patrie, cette devise authentiquement catholique, ce sera mon mot de la fin. Et même si aujourd'hui c'est très dur, que ce soit dans l'Église romaine, la situation à l'échelle nationale française, quand on voit les dirigeants que l'on a, il ne faut jamais perdre espoir et toujours combattre pour le règne du Christ roi en France et dans le monde.